nous sommes heureux de revenir sous cette forme hybride, mixte, comme dirait Gabriel Alperne, c'est-à-dire en virtuel et en présentiel. Vous savez combien il nous tient à cœur d'avoir du présentiel et de faire peut-être revivre un peu les choses, peut-être pas comme avant complètement, puisqu'il faut qu'on tire des leçons, mais quand même comme avant. Et donc, le fait de pouvoir mixer et que le virtuel soit un en plus au lieu d'un à la place, eh bien, ça permettra encore plus de richesse dans nos échanges. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Frédéric Keck, qui travaille beaucoup sur la pandémie et qui va nous faire sa conférence. Et nous aurons après, comme d'habitude, une heure de questions que vous pourrez poser directement voilà, à travers l'écran. Et puis ici, nous, avec ceux qui sont avec nous. Je lui donne la parole, il va se présenter. Très bien, merci de vous être connecté, merci d'être présent. Donc, je suis Frédéric Keck, je travaille depuis une quinzaine d'années sur l'anticipation des pandémies par l'étude des maladies animales. Et donc, je voudrais vous présenter les réflexions que j'ai construites donc, dans un livre intitulé « Les sentinelles des pandémies », chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine, qui propose un diagnostic sur la façon dont cette préparation aux pandémies a transformé finalement les techniques de santé au niveau global, donc ce qu'on appelle la santé globale, en intégrant la santé des animaux dans l'anticipation des épidémies qui arrivent aux humains. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, vous devriez voir le titre. Donc, je vais commencer par un petit rappel qui donc, replace la pandémie de Covid-19 sur le fond d'une série d'alertes qui ont été lancées depuis une quarantaine d'années sur ce qu'on appelle les maladies infectieuses émergentes, c'est-à-dire des pathogènes qui franchissent les barrières d'espèces et qui causent des maladies pour lesquelles les humains n'ont pas d'immunité, ce qui déjoue donc les politiques de gestion des maladies par la vaccination ou les antibiotiques qui s'étaient mises en place, disons, après la Seconde Guerre mondiale et qui avaient permis de contrôler un certain nombre de grandes épidémies comme la tuberculose ou la variole, puisque on cite souvent cette déclaration précipitée ou trop optimiste de l'Organisation mondiale de la santé en 1980, après le succès de la vaccination globale contre la variole. L'OMS avait déclaré que c'était la fin des maladies infectieuses et 4 ans auparavant, un virus était apparu en Afrique centrale sur un fleuve du Congo qui s'appelle Ebola. Et ce virus était extrêmement létal, il tuait 98% des personnes infectées. Et on a découvert qu'il était également présent chez les primates, chez un ensemble de rongeurs, peut-être même chez les chauves-souris. Et donc, ça a conduit à l'idée qu'on avait maîtrisé certaines maladies parce qu'on en connaissait bien la transmission chez les humains, notamment la variole, qui se transmet difficilement entre espèces, ou la tuberculose, dont la transmission par les bovins était aussi assez bien contrôlée, notamment par la vaccination, mais du fait de nouvelles relations entre les humains et les animaux, de nouvelles maladies allaient apparaître. Par exemple, des chauves-souris qui pouvaient se rapprocher des villages humains ou des pratiques de
chasse de primates qui pouvait augmenter du fait de la consommation de viande de brousse dans les grandes villes africaines. Donc, des facteurs de transformation des relations entre humains et animaux qui pouvaient causer des nouvelles épidémies. Cette alerte sur Ebola a été confirmée par l'émergence du virus du sida, qui est la première grande pandémie de la fin du XXe siècle. Donc après ce diagnostic précipité de l'OMS de la fin des maladies infectieuses, le sida effectivement a été détecté aux États-Unis, mais on a ensuite pu retracer son émergence dans les années 1920 en Afrique centrale avec des virus similaires qui circulaient aussi chez les primates, une possible transmission interespèce qui s'est amplifiée par le commerce du caoutchouc, le commerce de prostituées dans les années 1920. Donc, le raisonnement qui s'est mis en place dans les années 1980, c'était est-ce qu'on pouvait éviter que des nouveaux virus comme le sida puissent apparaître. Alors, le sida était une maladie assez lente, finalement, qui s'est répandue donc, sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Mais on gardait en mémoire aussi Ebola, qui était une maladie en forme beaucoup plus d'inflammation et de transmission possible rapide. Et donc, ces caractéristiques du sida, la pandémie, et d'Ebola, le caractère d'inflammation de grande létalité, explique la mobilisation qui s'est mise en place autour de la grippe aviaire en Chine en 1997, autour du virus H5N1, donc un virus qui tuait 70% des personnes qui l'infectaient et qui se transmettait directement des oiseaux aux humains. On connaissait là, depuis les années 70, les circulations des virus de grippe des oiseaux aux humains en passant par les porcs jouant un rôle d'atténuateur, de véhicule intermédiaire pour les virus de grippe. Et donc, c'est cette transmission directe des oiseaux aux humains qui a pu expliquer le caractère très létal de ce H5N1 et qui finalement ne s'est jamais vraiment transmis d'humain à humain. On a depuis 1997 à peu près 800 cas de H5N1 chez les humains, 500 morts, mais le H5N1 qui circule par exemple en ce moment chez les oiseaux en Europe et qui cause des abattages massifs dans le sud-ouest de la France ne se transmet pas aux humains. Mais on voit donc comment ce raisonnement autour des réservoirs animaux, donc primates, chauves-souris pour certains, oiseaux, porcs pour la grippe, est amplifié par les voies de circulation humaine. C'est en quelque sorte le parallèle entre ces deux cartes, celle des réservoirs animaux et celle des transports internationaux, qui conduisent à anticiper des épisodes de plus en plus fréquents d'émergence virale. Et puis donc en 2003, l'émergence du SRAS en Chine a confirmé le scénario de la grippe aviaire, c'est-à-dire un virus qui vient du sud de la Chine et qui se transmet rapidement au reste du monde. Du fait de la place de la Chine dans l'économie mondiale, le SRAS a infecté environ 8000 personnes, dont 800 sont mortes, donc un virus très létal, mais finalement peu contagieux. Il est assez rapidement retourné dans son réservoir animal et on a découvert effectivement qu'il venait des chauves-souris, qui l'a rapproché d'autres virus émergents comme Nipah ou Hendra. Cette série d'alertes a été un peu infléchie par le H1N1, donc la grippe porcine du Mexique en 2009, parce que c'était finalement un virus moins dangereux que ce qu'on redoutait. Même s'il était nouveau, il pouvait y avoir des formes d'immunité pour ceux qui avaient été exposés au H1N1 de 1918, de la grippe espagnole. Mais ça a conduit effectivement l'Organisation mondiale de la santé à déclarer le H1N1 pandémique et à commander un grand nombre de vaccins dans les pays qui étaient exposés. En 2012, un nouveau coronavirus est apparu en Arabie Saoudite qui se transmettait par les dromadaires, donc le MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome.
Et là, on a un autre foyer de la mondialisation où donc le virus a pu passer entre humains et on a un taux de létalité d'à peu près 30%. Il y a eu à peu près 5000 personnes qui ont été infectées par ce virus et on continue à surveiller donc, ce virus en Arabie Saoudite. Le virus Ebola s'est déplacé d'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest et a causé des foyers de plusieurs milliers de personnes. Heureusement, il ne s'est pas répandu dans les grandes villes comme Lagos ou Dakar, mais il a surtout frappé des petits pays à l'infrastructure de santé publique fragile comme le Sierra Leone, Guinée ou Libéria. Donc on voit comment la Covid-19 causée par le SARS-CoV-2 arrive au terme d'une série d'alertes sur ces virus qui viennent des animaux, qui se déplacent, qui passent des zones sauvages vers les grandes villes. Et le SARS-CoV-2 avait finalement une létalité assez faible au départ, 0,5% de personnes infectées qui en mouraient, mais il a été beaucoup plus contagieux que tous les autres virus émergents qui ont fait l'objet d'alerte depuis une quarantaine d'années. Donc finalement, ce qu'on voit à travers toute cette série d'alertes, c'est qu'à chaque fois qu'un virus apparaît qui franchit les barrières d'espèces, on peut le détecter et on peut essayer de le contenir dans son réservoir animal et éviter qu'il cause une pandémie. Et c'est ce raisonnement qui a conduit donc à parler de préparation aux pandémies, c'est-à-dire qu'à la sortie d'une crise sanitaire causée par un nouveau virus, on essayait de renforcer les mesures de détection pour éviter le prochain virus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la préparation aux pandémies marque une rupture avec les formes précédentes de santé publique parce que l'émergence d'un nouveau virus n'est pas un événement que l'on peut anticiper sous forme d'un calcul de risque. C'est la fameuse formule, il ne s'agit pas de savoir quand ni où la pandémie va apparaître, mais il s'agit de savoir si on va y être prêt. C'est justement parce que les virus émergents peuvent apparaître n'importe où sur la planète qu'il faut préparer les populations pour le détecter le plus rapidement possible et prendre les gestes qui en limiteront les effets. Donc, une émergence pandémique apparaît comme un événement peu probable, mais dont les conséquences sont catastrophiques et qu'il faut donc imaginer à n'importe quel moment du temps et à n'importe quel lieu de l'espace pour en limiter les effets. Alors, cette idée de la préparation, elle a une histoire qui a été retracée donc, par des anthropologues avec lesquels j'ai travaillé, qui la font remonter au début de la guerre froide et à l'anticipation d'une catastrophe nucléaire, plus précisément d'une attaque des États-Unis par l'Union soviétique au moyen de la bombe nucléaire. Et donc, dans les milieux de la dissuasion nucléaire, on imagine justement l'usage de la bombe nucléaire comme un événement catastrophique. Et c'est tout l'enjeu de la stratégie de dissuasion, de montrer que c'est une arme qui mettrait fin à l'un des antagonistes. Mais dans les milieux de la dissuasion, certains proposent aussi d'imaginer ce que serait la vie après une attaque nucléaire, justement pour essayer d'en contenir les dégâts et pour pouvoir continuer à faire la guerre en situation de guerre nucléaire. Donc c'est à partir de ce moment-là que les milieux de la défense civile impliquent la population dans l'imagination de la guerre nucléaire à travers notamment des techniques de simulation qui consistent à enrôler des acteurs pour imaginer que l'air est irrespirable, qu'il faut prendre des capsules d'iode pour s'en protéger. C'est ce qu'on appelle les stratégies de duck and cover aux États-Unis, où c'est des gestes que les familles apprennent à faire, mais aussi donc utiliser des détecteurs de radioactivité comme des animaux qui vont réagir un peu comme le canari dans la mine qui va réagir à la radioactivité
et c'est ce qu'on appelle donc des sentinelles ou des signaux d'alerte, des systèmes d'alerte précoce. Donc un ensemble de techniques, sentinelles, simulation, stockage de biens de biens d'urgence comme des capsules d'iode par exemple. Excusez-moi, j'admets les gens qui sont rentrés parce que je ne suis pas sûr que vous pouvez le faire. Voilà, voilà. J'essaie d'être polyvalent. Voilà, donc du coup, j'enlève cette. Donc, ces techniques de préparation aux catastrophes ont été transférées à la fin de la guerre froide du monde de la défense civile vers ce qu'on appelle le monde de la gestion des risques, la gestion des menaces génériques plutôt, donc un large spectre qui couvre aussi bien les désastres naturels, de type inondations, tremblements de terre, ou les catastrophes politiques comme une attaque terroriste, en passant par les nouvelles épidémies. Donc les épidémies vont être encadrées dans une même approche d'un ensemble d'événements peu probables aux conséquences catastrophiques auxquels les États-Unis se préparent. Donc on voit que cette rationalité de la préparation mélange une extrême sophistication d'experts qui veulent enrôler les populations et en même temps repose sur un imaginaire un peu survivaliste qui convient bien donc, aussi à la population américaine avec cette idée d'une frontière où apparaissent des menaces et où il faut avoir finalement un équipement minimal pour pouvoir survivre. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les preppers, donc c'est tout un groupe qui pense que l'apocalypse va venir. Donc c'est à la fois des catastrophes ponctuelles préparées par des administrations et puis ça peut être l'apocalypse préparé par des groupes un peu surréalistes ou millénaristes et notamment inspiré par l'écologie avec l'idée d'un effondrement de la civilisation. Mais le point commun à ces deux groupes, c'est l'idée que la préparation permet d'éviter la peur, puisque en imaginant que la catastrophe est là, eh bien, elle va rentrer dans les habitudes, dans les pratiques corporelles. On peut enseigner ça donc aux enfants, comme on le voit dans ce livre. Et cette idée de se préparer à un événement catastrophique va être finalement un des principes de ce qu'on appelle la santé globale, c'est-à-dire une santé qui ne se concentre pas sur un territoire où on va gérer un ensemble de risques, mais qui va anticiper des événements un peu partout sur la planète, avec l'idée, par exemple, qu'un foyer d'Ebola pourrait arriver sur le territoire américain très, très rapidement. Donc voilà, cette idée de préparation, d'être dans un état de vigilance permanent, d'imaginer que la catastrophe est là, que le virus pandémique est présent, ça a véritablement mobilisé un grand nombre d'acteurs aux États-Unis dans les années 1990 et les attentats du 11 septembre ont bien sûr catalysé cela, mais pas seulement, aussi bien sûr la fin de la guerre froide et le fait que beaucoup de biologistes quittaient l'Union soviétique pour en vendant leur savoir bactériologique. Donc ça catalyse beaucoup d'imaginaires. Un historien, Patrick Zilberman, a retracé un peu cet imaginaire de la préparation aux pandémies sous le titre tempête microbienne. Alors, ce que j'ai fait pour ma part, c'était d'étudier comment cet imaginaire de la préparation, et là je n'arrive pas à déplacer passer ma diapositive, voilà, comment cet imaginaire de la préparation s'est transféré en Asie. Puisque j'ai étudié comment la Chine s'est préparée à une pandémie de grippe aviaire, et notamment un territoire très particulier qui est le territoire de Hong Kong, qui donc a joué le rôle de sentinelle pour les pandémies de grippe. Alors, sentinelle, c'est un terme que j'ai décliné en plusieurs sens. C'est à la fois une sentinelle au sens où les oiseaux vont détecter des virus de grippe qui vont ensuite infecter les humains et qui vont donc un peu jouer le rôle comme des augures dans les techniques de divination romaine, c'est-à-dire qu'en observant les oiseaux, on va savoir ce qui va arriver aux humains. Sentinelle, c'est aussi certains territoires comme Hong Kong qui vont, parce qu'ils sont plus connectés, parce qu'ils ont plus d'informations,
parce qu'ils ont un espace de communication plus libre, vont transmettre les signaux d'émergence d'un nouveau virus, par exemple à l'Organisation mondiale de la santé. Et puis Sentinelle, c'est aussi ce qui décrit des cellules du système immunitaire qui ont cette capacité justement à détecter les microbes qui entrent dans l'organisme et à transmettre leur information aux autres cellules du système immunitaire de façon à déclencher une réponse immunitaire adaptée. Puisque la plupart des cellules immunitaires sont programmées pour certains pathogènes du fait de leur mémoire d'exposition aux précédentes épidémies. Et justement, le problème des zoonoses, c'est qu'on n'a pas été exposé à ces nouveaux pathogènes. Et donc, ces cellules sentinelles ont la capacité de capter n'importe quelle information microbienne pour ensuite donc, trouver la cellule immunitaire qui pourra l'intégrer. Et l'hypothèse que font les biologistes avec lesquels j'ai travaillé à Hong Kong pour expliquer que H5N1, SRAS ou Ebola soient si létaux, c'est que ces pathogènes ont la capacité à contourner les cellules sentinelles, les cellules qu'on appelle les cellules dendritiques, et à infecter directement les autres cellules du système immunitaire en déclenchant une réponse immunitaire excessive qu'on appelle la tempête de cytokines. C'est une réaction dont on a entendu parler pour la Covid, parce que c'est ce qui explique qu'après la première semaine où la viralité, la réplication du virus diminue, on peut avoir une réaction létale du fait de cette réaction immunitaire excessive. Alors, ça a une leçon intéressante, c'est que l'organisme ne meurt pas du virus. Le virus cherche simplement à se répliquer, mais l'organisme meurt de son excès de signaux d'alerte. Et donc, ça pose la question de savoir comment la sentinelle peut émettre des signaux d'alerte pertinents au moment d'arrivée du pathogène, alors que ces signaux d'alerte pourront être complètement erronés lorsque le pathogène aurait commencé à circuler dans l'organisme. Donc ça, c'est une leçon que j'ai gardée un peu pour décrire la façon dont un ensemble d'acteurs dans ce territoire de Hong Kong, aux frontières de la Chine, vont jouer le rôle de sentinelle en essayant d'être au plus près de ce que révèle le microbe des relations avec les oiseaux. Alors, pour refaire un peu cette séquence historique que j'ai fait au niveau global tout à l'heure, mais le faire depuis Hong Kong, en 1997, quand il y a eu donc ce virus H5N1, la colonie britannique de Hong Kong repassait sous souveraineté chinoise. Et donc, il y avait beaucoup de craintes sur les menaces politiques que faisait peser cette souveraineté chinoise sur les libertés acquises par les citoyens hongkongais. Et donc, la grippe aviaire était aussi une façon d'exprimer cette inquiétude à l'égard de cette souveraineté chinoise, dont on voit effectivement qu'elle est de plus en plus pesante sur ce petit territoire de 5 millions de personnes. Alors, depuis les années 1970, il y avait eu une alerte sur les virus qui pouvaient passer à Hong Kong, puisque Hong Kong était le lieu de la grippe de 1968, qui avait causé 1 million de morts au travers de la planète. 50 000 personnes en étaient décédées à Hong Kong. Mais bon, c'était passé un peu inaperçu parce qu'à Hong Kong, comme dans le reste du monde, il y avait beaucoup de grèves, de mouvements sociaux, et ça préoccupait beaucoup plus les gouvernants que des foyers de grippe qui apparaissaient comme une maladie bénigne à cette époque. Mais tout de même, ça s'inscrivait dans une série. 1957, pardon, il y avait une autre grippe à Singapour. Et donc, des biologistes australiens s'étaient dit, mais pourquoi est-ce que les nouveaux virus de grippe apparaissent dans le sud de la Chine? Et ils avaient fait cette hypothèse que dans le sud de la Chine, il y avait une proximité entre les deux animaux qui constituent le réservoir des virus de grippe, c'est-à-dire les volailles domestiques en contact avec les oiseaux sauvages et les cochons. Et c'était proche des lieux de commerce, des lieux d'habitation dense et de transfert de marchandises, comme l'était donc la colonie britannique de Hong Kong. Donc, Hong Kong et le sud de la Chine étaient le laboratoire parfait pour l'émergence des nouveaux virus de grippe.
Ensuite, le H5N1 s'est diffusé en Asie et puis en Europe jusqu'à certains pays d'Afrique, l'Égypte, le Nigeria. Et les mesures qui ont été prises à Hong Kong ont été un peu le baromètre pour savoir comment traiter de ces diffusions dans le reste du monde. Donc, on a notamment abattu des millions de volailles à chaque fois qu'il y avait des foyers de grippe. Et cette mesure d'abattage a été assez spectaculaire en 1997, puisque c'est l'ensemble des volailles vivant sur le territoire qui ont été abattues, donc 1,3 million. Il faut savoir que Hong Kong était un lieu de commerce, enfin, d'élevage de volailles, parce que quand la Chine communiste était sous boycott des États-Unis, la diaspora chinoise aux États-Unis se fournissait en volailles auprès de Hong Kong. Donc, il y avait des poulets made in Hong Kong qui avaient été élevés et il y avait effectivement un moment où Hong Kong produisait des dizaines de millions de volailles et la grippe aviaire a donc beaucoup réduit cette activité puisque le gouvernement hongkongais a cherché plutôt à importer du poulet de Chine. Alors, la raison pour laquelle il y avait une crainte sur la grippe aviaire, c'est que ça ne concernait pas seulement les éleveurs qui étaient au contact avec les volailles, mais aussi les consommateurs qui allaient acheter du poulet vivant sur les marchés. Et justement, pour vérifier la fraîcheur de la volaille, ils pouvaient s'en rapprocher. Et puis, ils pouvaient ramener le poulet vivant ou fraîchement abattu chez eux, parce que le poulet frais était un signe de qualité gustative. Et le poulet complet était aussi un hommage que l'on faisait à son invité, plutôt que d'avoir des poulets découpés comme on le fait en Europe. Donc, cette pratique du poulet frais a été beaucoup réduite, mais elle n'a pas complètement disparu. Les citoyens hongkongais sont restés attachés à cette pratique, même si les poulets hongkongais étaient plus chers que les poulets chinois. Et donc, pour pouvoir maintenir cela, un certain nombre de règles ont été mises en place, et notamment le fait que toutes les volailles élevées à Hong Kong doivent passer par un même marché, où elles sont ensuite distribuées vers des marchés au détail, et c'est dans ce marché qu'elles sont régulièrement abattues. Alors, vous voyez que les volailles sont abattues en public. On en voit les images dans les médias, en première page des journaux. J'ai pu donc prendre ces photos le jour où j'ai su qu'il y avait un abattage pour un foyer de H5N1. Et ces abattages ont lieu régulièrement à chaque fois qu'un du H5N1 est présent sur le territoire. Vous voyez aussi quand même que le nombre de volailles donc vivant sur le territoire diminue, et il en restait donc 90 000 en 2008 quand j'ai fait mes enquêtes, parce qu'il restait à peu près une trentaine de fermes sur le territoire de Hong Kong. Alors, ces mesures d'abattage, on pouvait penser que ça contenait le virus, et de fait, il n'y a pas eu de cas humain de H5N1, mais par contre, l'alerte a été relancée par la crise du SRAS en 2003, parce que la crise du SRAS, finalement, suivait le scénario catastrophe qui avait été construit pour la grippe aviaire, c'est-à-dire un virus qui vient des animaux du sud de la Chine et qui se transmet au reste du monde par Hong Kong. C'est donc un médecin chinois qui avait été infecté par une maladie respiratoire nouvelle, une pneumonie atypique, qui est arrivé à Hong Kong, qui a infecté 10 personnes qui ont ensuite pris l'avion, et ça s'est répandu à une dizaine de pays, dont le Canada, ce qui fait que c'était effectivement pandémique aux yeux de l'OMS et pas seulement une maladie asiatique. Alors, c'est à l'occasion du SRAS qu'on a vu les masques commencer à rentrer dans l'espace public comme une façon non seulement de se protéger, mais de protéger les autres quand on pouvait avoir des symptômes de pneumonie ou des troubles respiratoires. La crise du SRAS, c'était aussi une mise en scène de héros. D'abord les infirmiers, le personnel hospitalier, puisque c'était les premières victimes de cette maladie, notamment dans les salles d'urgence, donc très densément congestionnées. Et puis les virologues qui ont pu appliquer sur le SRAS le raisonnement qu'ils avaient fait sur la grippe aviaire, puisqu'ils ont très vite pu avoir des prélèvements sur des patients de la région de Canton, identifier le nouveau coronavirus et retracer les origines animales de ce virus, puisqu'ils ont montré
qu'on en trouvait des traces sur les marchés du centre de la Chine. Ces marchés du centre, donc ce n'était pas seulement des marchés aux volailles, comme pour dans le cas de la grippe aviaire, c'était des marchés où il y avait toutes sortes d'animaux, notamment pour la médecine chinoise traditionnelle, où donc il y avait des tortues, des scorpions, comme vous pouvez prendre dans cette photo au marché de Canton. Il y avait aussi des petits rongeurs qu'on appelle des civettes masquées ou des civettes palmées, qui donc ont été abattus et maintenant on n'en voit plus qu'aux eaux de Canton. Et il y a beaucoup de poissons, bien sûr, de coquillages, de crustacés, qui sont aussi vendus vivants comme les volailles. Et puis il y a quelques animaux bizarres comme le pangolin. Alors moi, je n'ai jamais vu de pangolin sur les marchés en Chine. C'est plutôt un commerce illégal en fait. Et dès les années 2000, en fait, le pangolin asiatique étant une espèce menacée, il y avait un commerce de pangolins venus d'Afrique pour les écailles. Et en fait, à la faveur de la crise de la Covid-19, ce commerce a été... Enfin, après la crise du SRAS, déjà, le commerce de pangolin a été encadré. Et la Covid-19 et le fait d'avoir trouvé des traces de SARS-CoV-2 sur les pangolins des pangolins de Malaisie font que le gouvernement a simplement augmenté ses mesures de contrôle. Mais donc, aujourd'hui, on ne retient plus tellement cette hypothèse du pangolin. On cherche davantage du côté de visons, puisqu'on a eu des abattages de visons en Europe, une grande augmentation de la consommation de visons en Chine, et puis les chiens vivérins qui sont aussi vendus pour leur fourrure et qui transmettent assez bien le SARS-CoV-2. Alors, le terme de wet markets a fait l'objet de beaucoup de discussions parce que ça apparaissait un peu comme une incongruité que la Chine, pays si moderne, avec des villes si denses, puisse garder ces marchés traditionnels qui étaient des lieux de vulnérabilité et de possible transmission. Alors, le terme wet market est trompeur parce qu'en fait, il vient de Singapour. Le gouvernement de Singapour est le premier à avoir acheté tous les marchés au détail de son territoire en imposant des mesures d'hygiène et notamment le nettoyage en fin de chaque journée avec l'arrosage, d'où le terme wet qui signifie humide au sens propre en fait, et non pas sale. Mais justement, en s'inspirant de Singapour, maintenant le gouvernement chinois encadre beaucoup ces marchés qui vont sans doute disparaître comme un reste de tradition, mais qui en même temps correspond à des demandes de citoyens urbains qui veulent des circuits courts. Donc, on est en train de travailler avec des anthropologues sur ces marchés en Chine, à Hong Kong, un peu aussi en Corée, pour voir comment ces traditions vont se transformer du fait de la Covid-19. Alors ça, c'est donc pour tout ce qui est sur les marchés. Maintenant, si on regarde un peu dans les fermes ont été soumises à ce qu'on appelle des mesures de biosécurité. Donc, elles ont été closes avec des bassins à l'entrée pour éviter la transmission de virus pour les bottes ou pour les roues des camions. Et puis, une mesure de biosécurité, c'est la vaccination des volailles. Et certaines volailles ne sont pas vaccinées. Et de façon à pouvoir détecter ces virus qui rentrent dans la ferme, puisque le vaccin trompe un peu sur la présence des virus. Et Hong Kong est le seul pays, le seul territoire à ma connaissance à avoir cette mesure de poulet sentinelle, donc non vacciné. Et le terme chinois pour ces poulets sentinelles m'a beaucoup intéressé. Xiao Bingji, ça signifie littéralement poulet soldat siffleur. Donc c'est vraiment l'idée que la ferme est le lieu de combat contre les virus et qu'on enrôle les volailles dans ce combat des éleveurs, puisque du fait de leur densité, les élevages de volailles sont un lieu particulièrement propice à ces mutations de virus. Mais c'est aussi le cas donc, dans les marchés où des vétérinaires vont faire des prélèvements pour suivre les virus qui circulent chez les oiseaux. Et c'est aussi le cas donc, dans les forêts ou les grottes où vivent les chauves-souris, puisque depuis 2003, les autorités chinoises ont soutenu la construction d'un laboratoire de virologie de haute sécurité qui permet d'étudier des virus de chauve-souris. Donc vous avez ici Shou Zhengli, qui est une biologiste chinoise
formée en France et qui dirige donc ce laboratoire de Wuhan, où elle a effectivement ramené beaucoup de virus de chauve-souris pour en étudier les mutations. Alors, bien sûr, toute la question, c'est de savoir si le laboratoire de Wuhan était le lieu d'émergence du virus qui venait des chauves-souris ou si ça s'est passé par un marché. Donc, c'est toute la discussion sur l'origine du virus et les mesures de biosécurité qui permettraient d'éviter de tels événements d'émergence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de voir comment il y a toute cette discussion sur l'abattage et les mesures de bien-être animal que ça implique pour éviter ces mises à mort massives. Mais il y a toute cette mesure assez fine qui permettent de vacciner, de prélever des oiseaux ou des chauves-souris, et ainsi de les considérer comme des réservoirs au sens d'une réserve un peu naturelle où on va étudier la diversité des espèces d'animaux et diversité des espèces de virus. Alors, du coup, ça rapproche les virologues d'un autre groupe avec lequel j'ai travaillé, qui est les observateurs d'oiseaux. Je rassemble virologues et observateurs d'oiseaux à travers cette catégorie un peu générale du chasseur de virus, puisque les observateurs d'oiseaux, c'est un peu des chasseurs qui ont renoncé à tuer les oiseaux pour les observer, pour en apprécier, en valoriser la diversité. Et on retrouve un peu chez les observateurs d'oiseaux de Hong Kong cette généalogie un peu militaire, puisque le birdwatching à Hong Kong a été d'abord pratiqué par des officiers coloniaux britanniques qui allaient sur, je ne sais pas si je peux montrer avec la flèche, oui, si vous voyez, est-ce que vous avez la présentation? Ah d'accord, vous l'avez ici, d'accord. Donc qui allait à la frontière du territoire de Hong Kong pour vérifier pour contrôler d'éventuelles arrivées de migrants chinois, parce que Hong Kong a été beaucoup plus peuplé par des populations fuyant la Chine communiste, et en observant donc les rivières qui faisaient la frontière, ils observaient aussi tous ces oiseaux qui se nourrissaient dans les marais, dans les zones humides au delta de la rivière des Perles. Et il y a à peu près 500 espèces d'oiseaux à Hong Kong, donc qui se posent ici dans leur trajectoire migratrice entre le nord et le sud de l'Asie de l'Est. Alors, donc ces officiers britanniques progressivement ont été relayés par des Chinois de plus en plus éduqués, plus riches aussi, qui avaient du temps de loisirs, qui s'équipaient pour aller voir les oiseaux depuis les observatoires. Et ils étaient très remontés contre le gouvernement quand on a d'abord accusé les oiseaux sauvages de porter la grippe aviaire. Et ils ont donc montré par des pratiques de comptage et de cartographie que le cas de grippe aviaire sur des oiseaux sauvages n'était pas sur ces territoires aux frontières où ils aimaient aller, donc les deltas, les forêts, mais était plutôt au centre du territoire, dans la région très peuplée de Kowloon, qui était justement la zone où le médecin chinois porteur du SRAS était arrivé en 2003. Donc, il y avait un peu cette idée de l'épicentre de l'épidémie qui pouvait ensuite se diffuser au reste du monde. Alors, qu'est-ce qui se passait sur ce marché aux oiseaux, sur cette zone de Kowloon? C'est le marché aux oiseaux où d'aimables retraités viennent présenter leurs oiseaux pour qu'ils apprennent des chants avec d'autres oiseaux, ou des jeunes gens viennent acheter des oiseaux d'ornement. Mais il y a aussi une population assez mélangée qui vient acheter des petits oiseaux pour les relâcher. Donc, c'est des citoyens ordinaires de la classe moyenne qui, à la fin de la semaine, vont s'adonner à cette pratique rituelle qui est encadrée par des moines bouddhistes. Et donc, ils vont acheter ces oiseaux pour des sommes assez différentes. Il peut y avoir des petits moineaux pour des sommes dérisoires, et puis des oiseaux aux couleurs extravagantes pour des anniversaires, par exemple. Et alors, le problème, c'est que quand ils relâchent ces oiseaux dans des parcs à côté du marché aux oiseaux, eh bien, ces oiseaux peuvent, souvent se retrouvent morts après être relâchés, soit parce qu'ils ont attrapé des maladies, soit parce qu'ils étaient stressés dans les cages où ils étaient
conservés ou simplement parce qu'ils étaient relâchés dans le mauvais environnement. Et donc, les observateurs d'oiseaux ont fait remarquer que toute cette pratique religieuse était très sympathique du point de vue de l'idée d'une circulation des âmes entre les oiseaux et les humains, mais elle pouvait être très dangereuse du point de vue de la circulation des virus. Elle constituait donc un lieu de concentration des oiseaux. On a en ce moment des réflexions assez intéressantes en Israël où un lac a été découvert avec 8000 grues mortes de la grippe aviaire, du H5N1, et on s'est rendu compte que ces grues étaient nourries en fait, par des visiteurs qui venaient les voir. Donc là aussi, on constituait des lieux de rassemblement un peu de façon artificielle. Donc voilà, quand les oiseaux sauvages sont attaqués ou représentés comme source de virus, c'est en fait plutôt leur concentration par des facteurs humains qui en fait des facteurs d'infection. Alors, cette démonstration des observateurs d'oiseaux les a conduits à proposer aux bouddhistes des formes de lâcher d'oiseaux un peu plus scientifiques qui leur permettaient de suivre ces oiseaux sur leur trajectoire migratrice. Ça leur a permis de sauver certaines espèces d'oiseaux, comme la spatule à fesses noires, où il ne restait plus que 2000 individus sur les mers de Chine orientale, d'Asie orientale, et qui sont repassés à 4000 individus à partir du moment où on a pu identifier les lieux où ils nichaient ou se reproduisaient, et ces lieux ont été donc préservés de la construction, comme on le voit ici, dans le succès des observateurs d'oiseaux contre un projet de construction de lignes de chemin de fer dans la zone de Long Valley. Et alors, cette idée que finalement on peut avoir un rapport aux oiseaux qui anticipe les menaces, pas seulement pour les humains, mais aussi pour les oiseaux eux-mêmes, hein, qui est une menace d'extinction pour certaines espèces. Cette idée m'a intéressé parce que ça conduit justement à faire des observateurs d'oiseaux, des sentinelles, non pas de maladies qui vont nous infecter, donc de ce virus ennemi, mais de menaces pour les autres espèces et qui viennent en partie de l'espèce humaine. Donc, Sentinelle, c'est aussi l'idée d'avoir des systèmes de détection par ces GPS qu'on installe sur le dos des oiseaux et qui permettent de suivre donc, la disparition de certains de leurs effectifs. Alors, j'ai proposé donc une théorie des sentinelles qui essaie d'expliquer finalement pourquoi ça intéresse les humains d'entrer en relation avec les oiseaux comme porteurs de signaux d'alerte pour leur santé. Donc, on pense par exemple aux canaris dans la mine, on pense aux volailles dans les fermes ou les observateurs d'oiseaux avec ces GPS. Tout ça, c'est des figures de sentinelles où finalement, quelque chose de commun aux oiseaux et aux humains nous informe sur des catastrophes communes, des menaces communes. Je me suis demandé si finalement les oiseaux avaient eux-mêmes des comportements sentinelles. Est-ce que ça pouvait nous dire sur la fonction des sentinelles dans l'évolution? Et donc j'ai découvert la théorie d'un ornithologue israélien qui, dans les années 1990, a observé des comportements sentinelles chez des oiseaux, des passereaux arabes du désert du Negev. Et il montre que la sentinelle, l'oiseau sentinelle, ne se sacrifie pas pour le groupe. Finalement, on pourrait se dire, ces comportements sentinelles, c'est des formes altruistes où celui qui va justement porter le virus, être en première ligne de front, risque de mourir et sa mort va être un signe pour les autres. En fait, ce que montre Zahavi, c'est que ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout un jeu morbide ou un sacrifice, c'est plutôt quelque chose comme une danse, puisque en fait, il observe que plusieurs oiseaux vont se mettre en sentinelle à l'approche d'un prédateur et ils vont chanter et leurs chants vont avoir des variations qui vont alors à la fois alerter le prédateur qu'il a été vu, que ce n'est donc pas la peine d'attaquer,
mais qui vont aussi informer le reste du groupe sur la valeur de ceux qui émettent ces sons. Donc, le comportement sentinelle n'est pas du tout un comportement altruiste, mais bien un comportement égoïste, dans une sorte de compétition pour le prestige de ceux qui vont envoyer ce que Zahavi appelle des signaux coûteux. Des signaux coûteux au sens où les signaux d'alerte des sentinelles ne remplissent pas une fonction utilitaire. Il n'est pas très, souvent, les sentinelles se trompent, leurs signaux apparaissent comme excessifs, justement. Et donc, ils sont coûteux au sens où ils ne remplissent pas une fonction utilitaire dans l'évolution, mais par contre, ils ont une fonction esthétique. Ils vont renseigner sur la valeur de celui qui l'émet, un peu comme le pan dans la théorie de Darwin montre sa valeur dans une compétition sexuelle par cette magnifique queue colorée qui est en fait un handicap dans la lutte contre les prédateurs. Alors ça m'a amené à réfléchir dans quelle mesure finalement ces comportements qu'avaient des territoires ou des groupes en essayant de percevoir les signaux d'une nouvelle épidémie n'étaient pas portés par cette idée de réduire le coût de l'épidémie, mais au contraire l'idée de montrer qu'on était capable de voir l'épidémie, qu'on pouvait faire face à ces menaces écologiques en nouant des nouvelles relations au travers des espèces qui avaient un côté esthétique, qui avait donc une dimension presque artistique, on pourrait dire, au sens où ces signaux que vont produire les ornithologues ou les virologues font partie de cet imaginaire dont nous avons besoin pour nous préparer aux pandémies. Alors, ça, c'était donc tout l'aspect des sentinelles que j'ai beaucoup travaillé. Je voudrais, alors, ça a été confirmé pour moi par le début de cette pandémie. On s'est beaucoup interrogé pour savoir si les sociétés asiatiques étaient plus préparées aux pandémies que les sociétés européennes. Et on a attribué cela à des traditions autoritaires, meilleur contrôle des populations. En fait, j'explique plutôt la réaction des États asiatiques au début de cette pandémie par le fait qu'ils étaient exposés donc, à la crise du SRAS et qu'à l'occasion du SRAS, ils avaient été un peu en compétition entre eux, en rivalité entre eux, pour celui qui pouvait le mieux réagir à ce nouveau virus, puisque le SRAS a été une séquence très, très courte, mais ça a permis aux États asiatiques de se mesurer et notamment de prendre la mesure de cette menace que pouvait être le continent chinois pour l'émergence de nouveaux virus. Donc, je reprends un peu l'image des 4 tigres asiatiques face au dragon chinois. Le dragon chinois qui est un peu cette puissance silencieuse de mutation, et en face donc des petits États qui se mobilisent rapidement parce qu'ils ont développé toute une économie de l'information et de la communication, se mobilisent rapidement pour détecter les signes de l'épidémie. Donc, notamment, il y a eu une sorte de rivalité, mais productive, entre ces États pour séquencer le virus du SRAS. Et de même, donc, au début de la pandémie de Covid-19, il y a eu tout un échange de technologies pour partager la séquence du SARS-CoV-2 et bien sûr, le gouvernement chinois, ayant sa propre sentinelle avec le laboratoire de Wuhan, a collaboré à cette compétition. J'interprète même un peu le confinement qui était finalement la réponse à l'échec de la sentinelle pour le Covid-19 comme un autre signal d'alerte que la Chine a envoyé et qui ensuite a été adopté par beaucoup d'États un peu en désespoir de cause pour montrer qu'on prenait la mesure de cette catastrophe. Mais en tout cas, voilà, je prends la sentinelle pas seulement comme une façon de réduire le coût des épidémies, même si c'est bien sûr une façon de justifier ces mesures de santé animale, mais aussi comme une façon d'envoyer des signaux et d'imaginer un monde où on vit avec les animaux à travers des vulnérabilités communes. Alors, je déplace ce raisonnement sur l'autre technique de préparation, la deuxième technique de préparation que nous avons distinguée au départ. Ça va aller beaucoup plus vite que sur les sentinelles. Donc, cette deuxième technique, c'est les simulations. J'ai parlé du fait que pendant la guerre froide, il y avait donc ces scénarios où on imaginait que l'attaque nucléaire avait eu lieu et comment on pouvait vivre avec des pastilles d'iode
et en se protégeant sous sa table. Il s'est passé un peu la même chose avec les épidémies, c'est-à-dire qu'on a fait des réunions de décideurs où on organisait un jeu sur ordinateur où face à donc, un virus qui émergeait à Singapour ou au Vietnam, ils devaient distribuer des masques, des vaccins et se coordonner entre eux et réagir à des événements inattendus comme un État qui impose une quarantaine à une population qui le traverse. Et ces jeux sérieux de décideurs sont beaucoup alimentés aussi par des logiciels qu'utilisent les virologues, qui sont un peu des formes de jeu, parce qu'on intègre beaucoup d'informations et on produit une belle image qui est un arbre d'évolution du virus, et ça permet d'anticiper des mutations du virus qui remettraient complètement en question les mesures de santé qu'on avait prises pour d'autres formes du virus. Alors, bien sûr, ces images sont devenues très familières avec le SARS-CoV-2, dont on suit maintenant régulièrement l'apparition des mutants. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé sur comment les biologistes fabriquaient ces arbres de phylogénétique, notamment pour la grippe aviaire, parce que ça permettait de suivre aussi comment les virus passaient à d'autres espèces, des chats ou différentes espèces d'oiseaux. Donc ça, c'est une forme de simulation, c'est les simulations virtuelles. Et puis, il y a une autre forme de simulation qu'on appelle les simulations réelles, où là, le scénario doit être joué en direct, in real life, avec des acteurs qui vont soit jouer leur propre rôle, comme le personnel hospitalier, soit jouer des victimes, des patients. Et là, ça va être par exemple des associations qui font du secours aux victimes et qui vont elles-mêmes jouer les victimes. Donc ces simulations peuvent avoir lieu dans des hôpitaux, mais aussi dans des fermes, dans des abattoirs, dans des marchés. Et ça conduit donc les acteurs à prendre les mesures, à faire les gestes qu'ils devraient faire en cas de pandémie pour éviter la panique, parce que c'est ce qu'on craint en cas de pandémie, que les infrastructures type hôpital soient débordées par la panique du fait de l'afflux de patients. Et ici, on a typiquement un exercice de tri où on doit séparer les patients pandémiques des patients de maladies ressemblant à la grippe, de maladies grippales ordinaires. Donc, j'interprète aussi les simulations un peu comme des jeux à travers lesquels on imagine la pandémie, justement en donnant un signal, et ça aussi, c'est des images qui vont apparaître dans les médias, en donnant un signal qu'on est prêt, que la pandémie fait déjà partie de notre réalité. Et il s'agit, dans ces simulations, de faire un scénario réaliste en tenant compte des épisodes précédents de grippe sur un marché, par exemple, ou de tremblement de terre, pour des simulations de tremblement de terre, pour faire en sorte que ça se passe comme si la catastrophe avait lieu. Alors, la troisième technique de préparation, c'est le stockage. Et j'en distingue là aussi deux. Le stockage prioritaire, c'est ce dont on a beaucoup discuté au début de cette pandémie, donc le stockage de masques, de vaccins, d'antiviraux, c'était très important pour la grippe, puisqu'il y avait des Tamiflu qui étaient disponibles, et il y avait bien sûr des intérêts industriels, pharmaceutiques à approvisionner des stocks d'antiviraux. La nécessité pour les États de stocker des biens prioritaires contre les épidémies est apparue dans les années 1970. C'est le moment où les États-Unis mettent en place ce Strategic National Stockpile, après l'échec de la vaccination contre la grippe porcine de 1978. Et ces stocks de vaccins sont constamment réactualisés, avec aussi des performances technologiques où certaines souches, les vaccins vont pouvoir protéger contre plusieurs souches. Mais bien sûr, il y a toute une écologie de ces stocks qui sont donc périmés, qu'il faut renouveler. Et il y a finalement très peu de débats sur les conditions dans lesquelles les États vont renouveler ces stocks. Ils sont plutôt gérés par le secret défense. On ne sait pas où ils sont conservés.
Et donc, je l'appelle stockage prioritaire au sens où il y a tout un débat pour savoir à qui ces biens vont être distribués. Est-ce que ça va être les infirmiers, les gouvernants, les enseignants? Mais il y a aussi tout un débat sur dans quelles conditions ils vont être recyclés ou renouvelés. Alors, je distingue le stockage prioritaire d'un stockage que j'appelle ordinaire, qui est le stockage des données. Et le terme en anglais pour ça, c'est storage, au sens où les virologues vont eux-mêmes accumuler des données des séquences virales par les prélèvements, vont ensuite les séquencer génétiquement, vont les conserver dans des bases de données. Ces bases de données doivent elles-mêmes être constamment alimentées, refroidies. Donc, il y a toute une écologie des données virales à la fois en vrai, quand elles sont conservées dans des réfrigérateurs, et puis en virtuel, quand ces centres de données doivent être protégés contre des attaques, des cyberattaques, etc. Donc là aussi, des mesures de sécurité assez importantes appliquées à ces stockages, mais par contre, une forme de transparence dans ces données. En tout cas, c'était la fierté des virologues avec lesquels j'ai travaillé, c'est-à-dire qu'elles étaient mises à disposition avec des bases de données type GenBank. Et aujourd'hui, avec la controverse sur l'origine du Covid, il y a effectivement une restriction dans l'accès aux données, puisque le gouvernement chinois a quand même beaucoup restreint, voire caché les souches virales qui étaient conservées à Wuhan. Mais effectivement, je contraste le stockage prioritaire de masques et de vaccins qui est géré par les États et ces stockages par les virologues qui, eux, sont plutôt régis par des règles d'accès universel au savoir. Alors, ça me conduit donc à distinguer pour chacune des techniques de préparation aux catastrophes une forme qui est davantage prise en compte par les États et une forme qui est davantage prise en compte par les virologues comme un réseau dispersé au travers de la planète et qui essaye d'échanger des informations sur les émergences virales. Et j'appelle donc ces deux formes des techniques pastorales, au sens où l'État vise le bien-être de sa population et justement essaye de favoriser une unité de troupeau, soit naturellement en laissant l'épidémie se développer, soit artificiellement par la vaccination. Et donc, quand l'État considère sa population comme un troupeau, il peut recourir à des techniques qui mettent en danger une partie de la population pour protéger le reste. Et c'est la logique du sacrifice. Mais donc, le point important que j'ai essayé de tenir, c'est que les sentinelles ne se sacrifient pas. C'était l'idée que je développais avec cet ornithologue israélien Zahavi. Les sentinelles ne se sacrifient pas. Elles sont plutôt justement des lieux de perception de signaux aux frontières entre les espèces, où finalement les humains prennent le point de vue des oiseaux sur des menaces qui les affectent en commun. Et ça, je fais l'hypothèse que c'est plus proche de comportements de chasseurs, donc j'appelle ça des techniques synégétiques. De même et j'ai plutôt étudié ça donc à Hong Kong, en montrant que ça pose le problème philosophique de la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai signal d'alerte? À quel moment est-ce que la détection précoce permet d'être au plus près de l'émergence virale? Et au contraire, à quel moment est-ce que, en fabriquant des cibles comme des H5N1 mutants, des virus modifiés en laboratoire, on peut se leurrer, on peut lancer des fausses alertes. Donc, toute une controverse entre les virologues pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un vrai signal d'alerte. Et finalement, pour donner le sens de ces pratiques de virologues, je recours au vocabulaire du mythe, non pas au sens où justement l'alerte sur la pandémie serait une fausse alerte, ou serait du domaine de l'illusion, mais au sens où ça raconte un récit finalement assez cohérent sur un temps où les humains et les animaux vivaient en commun et partageaient des pathogènes, qui est effectivement la situation, disons, du néolithique, dans laquelle on a pu établir un équilibre avec les animaux par le partage de pathogènes zoonotiques. En tout cas, par exemple, la peste bovine est devenue la rougeole parce qu'on a pu s'adapter à ce pathogène. Et donc, l'idée, souvent utilisée par les virologues, c'est qu'avec l'augmentation du nombre d'animaux, ce qu'on appelle la révolution d'élevage industriel,
on est sorti du néolithique, on a une autre étape du mythe où on n'a plus d'équilibre et donc il faut un peu redevenir des chasseurs pour entendre ces signaux que les animaux nous envoient régulièrement de la rupture de ces équilibres domesticatoires. Donc ça, c'est le domaine des sentinelles que j'ai le plus travaillé. Mais pour ce qui est du domaine de la simulation, je le distingue des scénarios par lesquels justement on met chacun à sa place et on conduit les acteurs à tenir un rôle dans une hiérarchie. Alors que la simulation est assez proche de certaines techniques rituelles par lesquelles les chasseurs justement imaginent qu'ils sont des animaux, essayent d'inclure le plus grand nombre d'espèces ou de divinités ou d'entités invisibles dans un rituel. Et c'est vraiment un des enjeux de la simulation, de savoir comment on peut représenter la diversité des microbes et puis aussi des animaux avec lesquels on vit pour se préparer aux pandémies. Donc c'est une dimension de la réalité qui est assez large parce que c'est un réalisme élargi au niveau d'une communauté humaine. Et puis pour ce qui est donc des techniques de stockage, je distingue le stockage prioritaire ou stockpiling qui est géré par les États et le stockage ordinaire qui est plutôt le fait des virologues, avec ce problème philosophique qui est celui de l'équité, c'est-à-dire comment distribuer ces biens prioritaires aux populations qui en ont le plus besoin. On a vu ça par exemple au moment des discussions sur les vaccins entre l'Indonésie et l'Organisation mondiale de la santé quand il y avait des virus de grippe aviaire en Indonésie qui pouvaient se transmettre au reste du monde. Est-ce qu'on pouvait transmettre des vaccins à l'Indonésie? C'est aussi bien sûr les questions qu'on a aujourd'hui sur le partage des vaccins entre les pays du Nord et les pays du Sud, donc un problème d'équité. Et donc je propose d'aborder ce problème d'équité à travers les réflexions anthropologiques sur l'échange comme une forme de don et contre-don. Quand on reçoit quelque chose, on est obligé de le rendre, mais ce qu'on rend peut être aussi un poison, puisque ça porte la trace de celui qui donne. Et il me semble qu'on peut analyser la vaccination justement comme une forme d'échange entre les humains et les animaux. C'est grâce aux vaches, finalement, qu'on a pu découvrir que des pathogènes nous donnaient une immunité. Les vaccins contre la grippe sont fabriqués dans des embryons de poulet. Et donc, ce qui vient des animaux en termes de séquence virale peut aussi nous protéger ou nous empoisonner selon la façon dont on reçoit ce don. Donc là aussi, les questions de vaccins, de géopolitique des vaccins peut être vues à travers une grille anthropologique de relations entre humains et animaux qui nous ramène un peu à ces techniques de don et de contre-don des sociétés de chasseurs. Alors, ça me conduit à proposer donc une conclusion un peu donc sur la façon dont ces sentinelles des pandémies nous renseignent sur une rationalité anthropologique nouvelle que celle de la préparation aux catastrophes, mais en réfléchissant donc depuis son sens militaire vers un sens un peu plus écologique, où on intègre un plus grand nombre d'acteurs, y compris non humains, dans les communautés exposées à ces menaces. Donc, je définis la sentinelle comme un collectif qui perçoit des signaux d'alerte sur des frontières à la fois ontologiques entre espèces et politiques entre territoires. On a vu le rôle de Hong Kong, de Taïwan, de Singapour, qui sont ces petits territoires aux frontières de la Chine et qui captent ces informations, mais on pourrait en avoir d'autres en Europe, en Afrique, où il y a cette densité de relations qui fait que on a donc des informations sur ce qui émerge dans ces lieux de densité. Et donc, cette densité d'informations, mais aussi densité d'acteurs, puisque la sentinelle n'est jamais seule. Elle est toujours dans un collectif qui est à la fois solidaire et compétitif, qui mobilise un peu ces deux dimensions contradictoires de l'action humaine. Ils sont donc mobilisés pour capter ces signaux d'alerte et déclencher une réponse appropriée avant cette catastrophe que serait une pandémie qui dérègle l'économie mondiale. Donc, mobilisation, mais aussi délégation, puisque la préparation aux pandémies d'origine zoonotique délègue la surveillance à ceux qui sont le plus proches des animaux, les plus attentifs à leurs signaux d'alerte, les éleveurs et les marchands d'animaux domestiques, les protecteurs d'animaux sauvages comme
les amateurs de chauves-souris, qui sont nombreux en fait en Europe, ou les amateurs d'oiseaux qui sont bien sûr encore plus nombreux. Et donc finalement, la préparation aux pandémies implique des scientifiques, des virologues, des épidémiologistes, dans des récits qui articulent deux temporalités. La temporalité courte de l'urgence sanitaire, où là, effectivement, ils vont être en discussion avec des décideurs de santé publique, mais aussi la temporalité longue des transformations écologiques, où ils vont être davantage en discussion avec des écologues, des ornithologues, pour comprendre comment ces pandémies révèlent aussi des transformations dans les environnements où nous habitons et sur lesquels nous avons des impacts de plus en plus importants. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis très heureux de prendre vos questions. Peut-être voir, mieux placé que moi pour voir s'il y a des questions. D'accord. Alors à ce moment-là, je voulais vous demander comment vous vous situez-vous dans quelle articulation de recherche vous vous situez plus particulièrement, parce que là, vous avez donné une belle histoire, hein, oui. C'est véritablement ça, avec des images. Est-ce que vous aviez une hypothèse de départ vraiment à confronter à ce que vous voyez? Est-ce que c'est venu plus un petit peu de manière observation sur place et tout ça? Et vers quoi vous vous dirigez? Alors, puisque c'est une chaire de philosophie à l'hôpital, je suis heureux de répondre à cette question sur comment, en tant que philosophe, j'ai été mobilisé par des questions de santé publique et qui m'ont déporté vers des questions plutôt écologiques. Donc, effectivement, au départ, je travaillais plutôt sur la surveillance des risques alimentaires. Donc, je travaillais à l'Agence de sécurité sanitaire des aliments pour comprendre comment on mobilisait le principe de précaution autour de la chaîne alimentaire, donc dans les suites de la crise de la vache folle. Et puis, j'ai vu arriver la grippe aviaire en 2005 depuis cette agence et je me suis rendu compte que ça ne concernait pas seulement la chaîne alimentaire, ça concernait une chaîne d'interdépendance beaucoup plus large qui impliquait les oiseaux sauvages venus d'Asie, les pratiques sur les marchés asiatiques. Donc, j'ai voulu enquêter en tant qu'anthropologue. Donc, j'ai passé du temps, effectivement, à Hong Kong et puis dans les grandes villes de la côte chinoise pour essayer de comprendre où est-ce qu'on en est dans notre rapport à la Chine comme économie mondialisée pour que cette alerte à la pandémie nous dise autant de choses sur l'écologie, l'économie de cette région et en particulier son rapport aux oiseaux. C'est comme ça que j'ai été un peu déporté. Alors, ça ne m'a pas totalement éloigné de l'hôpital puisque j'ai fait effectivement certaines observations dans des hôpitaux, donc sur des simulations d'épidémies dans les hôpitaux. J'ai pu faire des entretiens avec les acteurs de ces simulations. Mais c'est vrai que je n'abordais l'hôpital que finalement comme le terme d'une chaîne d'infection qui commençait dans les fermes et dans les marchés. Donc c'est toute cette question de l'émergence finalement. Au moment où les patients arrivent à l'hôpital, c'est en quelque sorte trop tard. Et donc, moi, j'ai suivi une méthode qui est un peu celle de la sociologie des sciences, c'est-à-dire suivre les acteurs. Donc, j'ai suivi les virologues et les virologues allaient à l'hôpital. Ils se tenaient au courant, effectivement, des mutations des virus chez les patients humains, mais ils allaient aussi dans les fermes, dans les réserves naturelles, dans les marchés. Et c'est ce qui m'a conduit à en parler un peu comme des chasseurs de virus, parce que j'ai découvert que quand on était virologue, on allait vraiment dans tout un ensemble d'endroits où les humains étaient en relation avec la nature, et pas seulement avec la question de la santé individuelle, mais aussi de la santé environnementale. Un peu effrayé, quoi, quand même. Hein. Alors oui, ce panorama est un peu effrayant quand on retrace l'histoire des maladies émergentes. On avait perdu du temps. On aurait envie de s'être rendu compte avant des choses, peut-être. Oui. Alors, la série des alertes faisait que, effectivement, on mobilisait de plus en plus les autorités de santé sur ces risques d'émergence, mais parce que c'était aussi dans une logique de l'urgence et de sécurité.
Alors, du point de vue de l'hôpital, c'est aussi un problème de savoir comment gérer cette logique de l'urgence et de la sécurité quand on a affaire à aussi à des traitements ordinaires, à des maladies de plus long terme. Donc, comment on joue sur ces deux échelles? Alors, un peu, moi, je l'ai traité là du point de vue de l'environnement, mais donc, justement, penser les environnements aussi du point de vue des animaux. Mais pour l'hôpital, c'est quelque chose aussi d'urgence. On n'est pas suffisamment prêt et repenser un peu le rapport au patient en disant, bon, finalement, on fait déjà pas mal de choses. Alors, comment on peut aussi, dans les hôpitaux, réserver certaines, c'est une question importante, dans la réorganisation de l'hôpital. Alors, le monde se rétrécit au sens du village global, au sens où effectivement une maladie qui venait de Chine mettait un mois au début du XXe siècle, mais maintenant un jour pour se transmettre au reste du monde. Mais effectivement, se rétrécit au sens où la nature qu'on pensait loin se rapproche de nous. Alors, le temps de l'émergence, le temps de l'émergence est difficile à mesurer parce que, par exemple, la Covid-19, peut-être qu'elle était là en Chine depuis plusieurs mois et qu'on l'a vue au moment où elle apparaît chez les humains. Donc, ça, c'est l'urgence qui fait que quand on détecte le cas, il était sans doute là un peu silencieusement. Mais alors, les sentinelles n'ont pas été écoutées. Mais par contre, le laboratoire, ce que vous dites sur le laboratoire est important parce que le laboratoire, c'est justement le lieu où on concentre. Alors, le laboratoire n'est pas vraiment une sentinelle au sens où la sentinelle, c'est plutôt le prélèvement qu'on fait dans la ferme, dans la réserve, pour voir le virus quand il apparaît. Quand il est en laboratoire, c'est déjà un petit peu tard, en fait. Le laboratoire est plutôt, c'est ce qu'on découvre avec l'histoire de l'Ukraine, est plutôt un lieu où il faut mettre les choses les unes bien séparées des autres pour éviter les contaminations, pour pouvoir établir des ordres, des chronologies. Mais voilà, le laboratoire, c'est un lieu de centralisation de l'information. Alors, toutes les règles de sécurité dans un laboratoire sont telles qu'il ne peut pas y avoir de nouvelles choses qui émergent dans un laboratoire, en fait, puisque les microbes qui sont étudiés en laboratoire sont déjà… et puis, bon, s'il y a des nouveaux comportements qui apparaissent, ils sont provoqués. Ils sont dans le cadre du protocole. Donc, la question porte en fait sur le laboratoire. Est-ce que le laboratoire peut être considéré comme une sentinelle et alors, je résiste un peu par rapport à ma définition parce que le laboratoire va être plutôt donc un lieu où on va donner sens à ce qui est perçu par la sentinelle. Enfin, la sentinelle est plutôt sur la ligne de front. Donc, par exemple, à Wuhan, ils prenaient des virus de chauve-souris et c'était ceux qui allaient dans les grottes pouvaient jouer le rôle de sentinelle. J'ai eu un écho. Voilà. Voilà. Alors, il y a une question, je crois, de M. Dumoulin. Tu veux prendre la parole? Tu ouvres ton micro, Guy? Je m'entends pas. Ah oui.
Non, non, mais non, non. Tu as mis la main là-haut. Ah ben, c'est une erreur. C'est une Ah, erreur. d'accord. Alors, Pardon. C'est une erreur. Alors, il y a, alors, oui, il y a une autre autre. question dans la salle. Ah, pardon. Juste pour avancer sur le laboratoire, il y a deux éléments sur le laboratoire. Effectivement, l'élément où le laboratoire peut anticiper, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de techniques et d'études qui sont faites en ce moment sur ce qu'on appelle de la microbiologie adaptative, où en fait, par des systèmes qui sont d'un concept ultra simple, on dit on va faire passer une bactérie ou un virus d'un état simple à un état éventuellement plus complexe, où il va produire des choses nouvelles. Donc ça, il y a un concept ultra simple, une réalisation beaucoup plus complexe. Et voilà, donc ça, il y a cette notion qui est une notion d'anticipation, c'est se dire, voilà, est-ce qu'on peut faire évoluer ce micro-organisme vers un état X, et après, on va regarder dans la nature si, naturellement, les micro-organismes ont évolué eux-mêmes vers cet état X. Et on se rend compte d'ailleurs très souvent que l'état X vers lequel ils évoluent est un état qui ne leur coûte pas très cher. C'est-à-dire sur la pathogénicité, plus c'est pathogène, plus ça coûte cher en fait. Plus ça résiste, plus ça coûte cher. Alors, je simplifie, c'est complexe que ça en réalité. Voilà, et ça, tout ça dépendant bien entendu des environnements dans lesquels vous mettez le micro-organisme. Donc ça, c'est vraiment, et ça, dans ce rôle de sentinelle-là, le laboratoire, il a ce rôle-là parce qu'il va essayer d'anticiper des choses. Et puis après, il y a tout ce que vous avez dit sur le laboratoire, qui est la notion d'engranger les données pour essayer à la fois de les engranger et à la fois de les organiser pour les transmettre et qu'elles soient aussi compréhensibles et qu'on puisse mettre en place des mesures parce qu'on a compris et on a engrangé ces données. C'est ma première remarque, c'est de répondre un peu à ce que vous disiez. Et moi, j'avais une autre question par rapport au travail que vous avez fait notamment en Chine avec les anthropologues, avec les virologues, et dans le cadre de ce qu'on appelle effectivement cette santé globale, qui est un grand sujet de l'OMS actuellement, la question de la piste de la diminution des élevages massifs. On sait que dans les élevages massifs, il y a l'utilisation d'antibiotiques, d'antiseptiques, choses, et on sait que c'est de là qu'émerge effectivement une partie des virus, notamment. Est-ce qu'il y a une piste vers une diminution de ces élevages massifs? Si oui, comment? Est-ce qu'on a un peu avancé là-dessus? Parce qu'on pense aussi qu'il y a la notion de nourrir la population. C'est extrêmement important. Est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé là-dessus dans les discussions que vous avez pu avoir? Alors, dans les scénarios que j'ai étudiés pour imaginer une pandémie de grippe aviaire, on utilisait justement des chiffres sur l'augmentation de l'élevage de volailles en Chine. Le chiffre le plus frappant, c'était qu'entre 1968, donc date de la dernière pandémie de grippe de Hong Kong, et 2005, où le virus H5N1 arrive de Hong Kong vers l'Europe, le nombre de volailles élevées en Chine à des fins de consommation humaine est passé de 13 millions à 13 milliards, donc multiplié par 100. Donc ça donne une idée de la taille du réservoir dans lequel vont jouer les virus, alors que dans les années 80, on disait plutôt que ces virus, ils étaient dans les élevages traditionnels. Donc là, on change un peu d'explication effectivement de l'émergence. L'émergence, c'est plus ces petits élevages traditionnels, un peu de l'ordre de la pratique exotique, mais ça va être cette amplification. Et effectivement, il faut à un moment que les oiseaux sauvages apportent un nouveau virus, mais il va être amplifié par l'élevage industriel. Alors, par contre, dans le One Health, alors le One Health, c'est la coordination entre la santé des animaux et la santé des humains. Donc, c'est une forme de santé globale particulièrement donc, développée par les vétérinaires et puis aussi par les écologues. Il n'y a pas de prescription sur la taille limite d'un élevage pour que la grippe aviaire ne s'y développe pas. La négociation se joue plutôt autour de l'action de la biosécurité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut fabriquer des fermes isolées de tout virus, est-ce que la biosécurité marche et quelles sont les espèces qui vont pouvoir résister à ces mesures de biosécurité avec des confinements ou des mises à l'abri réguliers quand
les oiseaux sauvages arrivent. Donc là, il y a vraiment il y a une discussion technique sur la biosécurité. Et puis, en fait, il y a une tendance de fond qui est que ces zoonoses résonnent avec la baisse de la consommation de viande. Hein. On a vu à chaque fois qu'il y avait une grande crise impliquant les maladies animales que les consommateurs cessaient de consommer de la viande. À la fois parce qu'ils se souciaient de leur santé et puis parce qu'ils voyaient les images d'abattage d'animaux. Mais dans le One Health, il n'y a pas vraiment de prescription, comme ça, de restriction à la fois de la taille de l'élevage et de la consommation de viande. Il y a une question de Jean-Étienne. Quelles sentinelles dans les pays non développés, Afrique, qui n'ont pas accès au vaccin? Alors, c'est justement parce que c'est pour éviter cette question de la distribution des vaccins qu'on essaye de renforcer les systèmes de sentinelles. Donc, par exemple, Ebola, pour lequel il n'y avait pas de vaccin pendant longtemps, on avait des techniques de sentinelles en prélevant des primates pour voir s'ils avaient du virus Ebola. Et l'idée était justement de contenir le virus dans la forêt, puisque quand il est dans les villes, là, il faut recourir à la vaccination ou au traitement. Et par exemple, il y a un laboratoire à Libreville, au Gabon, qui fait ce travail sur les primates. D'autres questions? Oui. Tu peux parler très fort, s'il te plaît. En fait, ça concernait plus l'approche par l'angle de la philosophie que vous avez abordé un petit peu, me semble-t-il. J'ai coupé mon micro. Pendant la question. Non, c'est bon, si je coupe mon micro, ça devrait aller. Vas-y. Donc oui, vous avez fait un développement sociologique qui emmené à comprendre, à percevoir ce que vous nous avez exposé, l'évolution des pandémies, et vous avez fait une approche sous un angle qui m'a questionné, qui peut-être plus se rapprocher de la philo, certainement. C'est celui d'aborder les choses en comparant avec le néolithique, et l'homme du néolithique, avec ce rapport au monde, on peut imaginer. Et c'est un effet miroir qui me questionne en me disant, mais aujourd'hui, finalement, nous nous trouvons à peu près dans cette situation, avec une modification totalement différente de l'environnement dans lequel on vit, et dans lequel il y a une symbiose qui doit se recréer, et dans laquelle on se retrouve un peu dans cette dynamique de subir ou de ne pas subir, mais d'être dans quelque chose qui est en mouvement, comme certainement quand notre espèce était peut-être différente, dans un univers différent, avec des animaux différents à l'espèce. Ouais, je vous posais la question. Merci. Alors, la question philosophique que je me suis posée au départ, c'était vraiment celle de la rationalité de l'alerte pandémique. Mais parce que je me posais cette question en 2005, au moment où on était quelques années après le 11 septembre, la crise du SRAS, on en avait entendu quelques échos en France, et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que cette idée que les oiseaux asiatiques nous apportent des virus? Qu'est-ce que ça nous dit de notre rapport à la fois à la Chine, aux oiseaux? Et j'ai essayé donc de comprendre cette rationalité en faisant l'histoire de ce dispositif de préparation passant des États-Unis à la Chine et incluant tous ces acteurs, effectivement. Donc ça, c'est une méthode assez sociologique. Et puis, donc, j'ai ce petit détour un peu théorique par les signaux, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un peu de l'épistémologie du signal et du type de vérité qu'il peut contenir. C'est vrai que l'anthropologie me donne à la fois des outils de description et puis me donne une temporalité plus longue pour comprendre ce qui est en jeu dans ces zoonoses, dans ces craintes d'émergence virale. Et ce qui est en jeu, c'est effectivement des grands changements d'équilibre
donc, on peut faire remonter au néolithique. Ce que j'aime bien en anthropologie, c'est effectivement qu'on a cette distinction avec laquelle on est toujours très embarrassé. Hein. Est-ce qu'on doit dire société primitive, société sans État, société sauvage? Mais il y a un livre là de David Graeber et David Wengrow qui s'intitule en français Au commencement était, et qui en anglais s'intitule The Dawn of Everything, mais qui fait un peu le panorama de toutes ces sociétés étudiées par les anthropologues, les archéologues, qui sont des sociétés sans État, sans domestication, sans stockage de grains, et qui arrivent justement à maintenir des équilibres, à la fois des équilibres sociaux et des équilibres avec la nature. Si effectivement on a cette hypothèse que beaucoup de zoonoses ont été maîtrisées du fait de la domestication et qu'elles ont eu des effets ravageurs quand les sociétés eurasiatiques sont allées sur le continent américain, par exemple, en apportant la variole, effectivement, on est dans une nouvelle étape de l'histoire de l'humanité depuis une cinquantaine d'années, parce qu'on a, voilà, on a vraiment transformé les conditions d'habitabilité de la planète en ayant voilà, la moitié de la biomasse des oiseaux, c'est des volailles élevées à des fins de consommation humaine. Donc si on se situe dans cette temporalité-là, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose des sociétés de chasseurs, à la fois dans leur forme d'organisation d'information, et puis aussi dans leur forme de cohabitation avec les animaux. Donc, ces sociétés qui, à la fois, peuvent tuer parfois des animaux pour s'en nourrir, mais qui sont aussi toujours aux aguets et vigilantes par rapport aux signes que ceux-ci leur envoient, c'est un peu le modèle que j'ai pris effectivement pour mes virologues. Donc, c'est de la sociologie, je décris des groupes, mais c'est aussi de l'anthropologie un peu sur le long terme. Alors, Alain Petit, je crois que Alain, je ne peux pas parler parce que vous pouvez parler. Alain Petit? Oui. Question? Oui. Je voudrais demander à Frédéric. Je vous entends, oui. Je dirai la question peut-être si vous ne l'entendez pas. D'accord. Je voudrais demander à Frédéric à propos des signaux. En fait, c'est une même question en deux parties. Ce que sont les signaux faibles, je sais qu'il s'intéresse beaucoup à ce point parce que j'avais déjà suivi des travaux en substance. Et puis, je suis très intéressé aussi écologiquement et ethnographiquement par l'attention qu'il porte aux techniques synégétiques et donc aux pratiques des chasseurs et le lien qu'il établit entre la spécificité des chasseurs, leur habitus, leurs épistémés aussi, et puis la détection des signaux faibles. Est-ce qu'ils ont une sorte de compétence particulière pour cela? Donc je résume la question. Donc la question, c'est effectivement, est-ce que les chasseurs ont une compétence particulière pour les signaux faibles? Oui. Les signaux faibles étant justement ces signaux qui passent un peu sous le radar, qui détectent des émergences, donc ce que j'ai appelé aussi des signaux d'alerte, mais c'est effectivement les signaux faibles au sens où c'est un problème épistémologique, un peu aussi toxicologique, de savoir si les plus grandes menaces ne sont pas celles qui viennent de signaux qui passent sous le radar. Et donc, il faut multiplier les capteurs pour les percevoir. Alors, les sociétés de chasseurs ont été justement récemment étudiées par des anthropologues à travers la notion de signe, comme une façon de percevoir la nature autour de soi, en distinguant le signe du symbole, puisque pendant longtemps, on a beaucoup regardé les animaux comme des symboles, en disant qu'on projetait la nature sur la société sur la nature. Et la notion de sacrifice, par exemple, était une façon de dire que on refaisait l'ordre social en contrôlant la nature. Et par exemple, on pouvait dire les oiseaux sont des symboles de l'identité de Hong Kong, par exemple. Alors que le symbole était de l'ordre du langage, parce que le langage était un tout, et qu'il y avait l'arbitraire du langage qui se projetait dans le rapport à la nature. Alors que les signes, c'est plus compliqué, parce que le signe est en rapport avec ce à quoi il renvoie, il n'y a pas d'arbitraire.
Donc, soit un rapport de proximité, et ça c'est l'index, soit un rapport de ressemblance, et c'est l'icône dans la trilogie du philosophe Peirce. Et donc, il y a un anthropologue qui s'appelle Eduardo Cohn qui a montré comment, dans les relations de chasse, on pouvait justement percevoir le mouvement d'un singe qui chute d'un arbre comme un index que la chasse a été couronnée de succès, ou au contraire percevoir le rêve d'un chien comme une icône de l'insuccès à la chasse. Donc, les sociétés de chasseurs ont effectivement tout cet ensemble de signes qui ont des rapports différents avec la question du succès ou de l'échec de la chasse comme forme majeure d'incertitude. Et puis, au-delà des pratiques ordinaires, il y a aussi donc, toutes ces pratiques rituelles qui font qu'on va imaginer le succès de la chasse, où on va imaginer la vengeance de l'animal, et on va le mettre en scène avec des entités invisibles. Et ça, c'est assez proche de ce que j'ai étudié, où justement le signal faible devient un signal d'alerte, qui mobilise toute une cosmologie, toute une géopolitique. Donc, j'utilise le vocabulaire synégétique justement pour rendre compte de ces signes par lesquels les virologues, mais aussi les épidémiologistes, vont aller dans des lieux où on ne s'attendait pas à percevoir des signes de maladie. Hein. Voilà, le prélèvement de déjection d'oiseaux, ça ne semblait pas être une pratique médicale. Et pourtant, ça nous renvoie un signe de maladie qui pourrait nous arriver. Et donc, en ce sens, c'est assez proche de techniques de chasseurs. Et puis, il y a aussi tout un autre ensemble de signaux sur lequel j'ai écrit dans mon livre. C'est plus ce qui est de l'ordre de la collection ou de la cueillette, où là, on va justement ramener ces prélèvements, les mettre les uns à côté des autres, un peu comme les ornithologues le faisaient avec leurs spécimens. Et là, on est plus dans une forme d'accumulation et de prestige, et donc un peu moins de signaux faibles, un peu plus de signaux de ce que j'appelle esthétique de prestige. Et c'est un peu dans les deux, le moment où on va prélever sur un territoire, on va se mettre à l'écoute des animaux, et puis le moment où on va ramener ça dans un espace d'accumulation. Et toute la discussion sur les chasseurs-cueilleurs, c'est ça, c'est de savoir, non, c'est pas seulement un modèle de symbiose à la nature, c'est aussi déjà une forme d'accumulation et d'extraction. Hein. Je peux te poser une seconde question? Oui. Qui prolonge ta réponse. Je m'interroge sur la connaissance des autres, c'est-à-dire celle que précisément les sociétés de chasseurs-cueilleurs peuvent avoir de ces signaux, et de la possibilité de la transposition de cette connaissance dans l'univers contemporain, où le primat de la virologie modélisante existe. Et donc, les signaux faibles ne sont-ils pas plutôt caractéristiques justement de sociétés où par exemple, le concept de loi n'existe pas? Le concept de loi n'existe pas, oui. Oui, c'est pas nomologique. Ce qui est intéressant dans ton propos, c'est que précisément, l'anticipation, c'est pas nomologique. Oui, oui. Ça relève d'un autre régime épistémique, si on peut dire. Donc là, la question que pose Alain Petit, c'est celle de la traduction des pratiques des virologues dans d'autres normes scientifiques qui sont, voilà, par exemple, celles des épidémiologistes qui vont essayer de dégager des lois d'évolution des épidémies. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai essayé de décrire en reprenant cette idée d'hybridation entre des techniques pastorales et des techniques synégétiques, c'est-à-dire que quand des épidémiologistes vont conseiller des gouvernants pour dire si vous prenez telle mesure, vous allez aplatir la courbe. Là, on est vraiment dans l'anticipation au sens de la loi d'évolution, mais où on est vraiment dans la science du 19e siècle, où grâce à la science, on va pouvoir prévoir l'avenir et agir sur lui. Quand des virologues nous disent un nouveau virus apparaît, voici ses caractéristiques
à l'hôpital, mais aussi dans les eaux d'égout, mais aussi quand il arrive dans des élevages de visons. Là, on est plus dans l'ordre justement des signes. Alors, c'est des signes dont les décideurs ne savent pas trop quoi faire. Ils peuvent décider d'abattre les visons, ou ils peuvent décider de rapprocher la date du confinement quand les eaux d'égout montrent qu'il y a une augmentation justement des signaux faibles de Covid, mais ça ne leur donnera pas du tout une anticipation du devenir de l'épidémie. Donc l'épidémie n'est pas effectivement un phénomène avec une loi, mais l'épidémie est plutôt de l'ordre de la catastrophe toujours annoncée et toujours repoussée. Et d'une expérimentation directe qu'on fait effectivement à bricolage, en fait, on pourrait dire. C'est vraiment un bricolage au sens où, avec un savoir qui ne cesse d'augmenter, on n'a jamais su autant de choses sur les virus, on bricole des mesures de santé publique parce qu'on n'a pas une vision très claire de ce qui va arriver. Est-ce que les virologues pourraient commencer d'en avoir une? Est-ce que la génétique, est-ce que la... Ah oui, alors les virologues racontent justement des grandes histoires sur la génétique des populations, les migrations, les effets de la domestication. Oui, et pour moi, les virologues sont plus de l'ordre de la mythologie au sens du récit d'origine que de l'anticipation du futur. Et alors, du coup, c'est pour ça aussi que la préparation aux pandémies, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas seulement de la prospective, au sens où on va faire des scénarios de l'avenir et on va choisir entre ces scénarios. C'est plutôt une façon d'augmenter notre imaginaire en prenant en compte l'ensemble des êtres qui sont impliqués dans ces émergences. L'émergence, c'est le point de cristallisation de tous ces êtres qui cohabitent. Oui? Vous avez dit tout à l'heure, l'idéal, c'est d'anticiper, bien sûr, ce qui va se passer, et que si on avait réagi plus tôt, on aurait pu avoir des mesures plus adaptées, etc. Le problème, c'est que, enfin, moi je ne suis pas virologue, hein, mais le problème, c'est qu'un virus est dans un animal, par exemple, qu'est-ce qu'il peut prédire qui va passer à l'homme? Oui, tout à fait. Et j'allais dire que si vous avez besoin d'alerte, il y a deux trucs qu'il faudrait définir et qui sont difficiles à définir, je pense, c'est la sensibilité et la spécificité de cette alerte. Parce que si elle est peu sensible, elle n'est pas très intéressante. Oui. Si elle n'est pas spécifique du tout, elle n'est pas très intéressante non plus. Oui. Et ce n'est pas facile, je crois, à étudier ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça nous permettrait, moi je suis médecin, en matière de diagnostic, c'est ce qu'on utilise, la sensibilité d'un symptôme. Et ça pourrait permettre, mais je ne sais pas du tout, là, je suis ignorant dans le domaine de ce qui se passe chez les animaux. Il est possible qu'on pourrait aboutir à ce genre de travail, parce que ça serait peut-être intéressant à étudier. Oui, tout à fait. Alors, moi, je ne... Alors, la question, en fait, qui vient de monsieur qui est médecin, c'est de savoir si le dépistage des maladies chez les animaux pourrait être amélioré, en quelque sorte, à travers les critères de la sensibilité et de la spécificité, voilà, qui sont effectivement des critères importants pour le diagnostic des maladies humaines. Alors, moi, j'ai plus parlé effectivement de la question de la vraie et de la fausse alerte et pas effectivement de la sensibilité et de la spécificité, mais parce que je crois que pour qu'une alerte fonctionne, il faut justement qu'elle soit dans des lieux aux frontières. Enfin, ce n'est pas n'importe quel lieu où on peut repérer des virus qui vont émerger et qui vont se diffuser. Il faut un croisement entre des facteurs écologiques, des facteurs géopolitiques. C'est des lieux d'attention où on va trouver quelque chose qu'on ne va pas trouver ailleurs. Donc, le fait que le SARS-CoV-2 est émergé en Chine, c'est à la fois parce que la Chine donc est en contact avec le reste du monde, mais aussi parce que la Chine a été très surveillée.
Et il est difficile de mélanger quelle est la cause et quel est l'effet. C'est tout le paradoxe de la surveillance. Plus on surveille et plus on trouve. Après, effectivement, la question que se posent très sérieusement tous les tenants du One Health, c'est de savoir si on peut multiplier les cibles ou s'il faut en privilégier certaines. C'est pour ça qu'en laboratoire, on va simuler. Bon, là-dessus, je n'ai pas beaucoup de réponses, mais c'est vrai que les chauves-souris, par exemple, sont devenus des modèles extraordinaires parce qu'on ne pouvait pas trop les étudier en laboratoire. Et quand on allait dans les grottes, on trouvait tout de suite plein de virus. Est-ce que pour autant ces virus vont se transmettre au reste du monde? Non. Donc, on n'aurait sans doute pas pu anticiper si on s'était contenté du virus de la grotte de Mojang, par exemple. Donc il faut rajouter sur ces cibles de virologues, il faut rajouter, je crois, une explication un peu sociologique pour dire, voilà, ça se passe plutôt en Chine ou plutôt en Afrique centrale. Oui, c'est ça. C'est plurifactoriel. Alors, un organisme humain va avoir tout son historique et disons, l'organisme planétaire, pour expliquer qu'il réagisse à certaines maladies, il y a plusieurs couches d'histoire. Oui. Bien que ça n'ait rien à voir pas la même maladie, la maladie à prion, et puis une maladie, la Covid. Est-ce qu'on a pu tirer des enseignements de la maladie à prion en termes justement de ce que vous avez évoqué, d'anticipation, etc. Apparemment, je pense que ce n'est pas toutes les mêmes maladies, c'est sûr. Non. Vous pouvez éventuellement tirer quelques enseignements, je ne sais pas. Alors, la maladie à prion, c'est intéressant. Je ne l'ai pas mise dans ma liste, effectivement, au départ, parce qu'elle a certaines caractéristiques du sida et d'autres de la grippe aviaire. C'est-à-dire, c'est une maladie assez lente, en fait, dont l'incubation se fait sur une dizaine d'années. Par contre, ça a déclenché des abattages massifs de bovins pour éviter, mais avec cette incertitude que peut-être l'abattage ne servait à rien parce que la maladie était déjà là chez les humains. On s'est rendu compte, heureusement, que finalement, elle était peu présente chez les humains. On a, je crois, une centaine de victimes de la maladie de Creuset-Jacob venues de bovins, dont une quinzaine en France. Par contre, la découverte régulière de cas de prions dans des élevages conduit à des alertes de type militaire, comme ce que j'ai décrit pour la grippe aviaire. Et donc là, récemment, je travaille avec des anthropologues qui suivent des élevages de rennes en Suède, et on a découvert des cas d'une maladie à prions qui s'appelle la chronic wasting disease, donc dans des rennes sauvages. Et donc, il y a une grande crainte que ça se transmette aux rennes domestiques. On a abattu les rennes sauvages, mais ça risque d'impacter les pratiques des éleveurs de rennes domestiques qui, en fait, sont des élevages transhumants. Donc, on a un peu les mêmes... et là l'anthropologue essaye de faire valoir justement l'enseignement des crises passées. Pour la grippe aviaire, on a pu inclure des groupes de protection des oiseaux sauvages, par exemple, alors que pour la vache folle, les éleveurs n'avaient rien à dire. Enfin, il fallait qu'ils subissent les mesures. Et donc, on se demande là avec ses collègues si pour cette maladie à prion sur les rennes, on peut davantage intégrer les pratiques des éleveurs. Une autre maladie qui n'est pas une zoonose, mais qui pose un peu le même type de problème, c'est la peste porcine africaine, qui se transmet des sangliers aux cochons. Et là aussi, on a détecté chez les sangliers, on voit que quand ça passe aux cochons, c'est des conséquences catastrophiques. Donc, on a des poches de sentinelles, des zones d'intervention, mais ça conduit à renforcer la biosécurité dans les élevages de cochons. Donc, est-ce qu'on pourrait là aussi avoir écouter les éleveurs dans la diversité de leurs pratiques? Donc, en tout cas, on apprend sur ces différentes maladies non seulement à contenir les épidémies, mais aussi à intégrer davantage d'acteurs.
que justement on a abattu énormément de bovins ou c'est tout simplement parce que c'était moins agressif qu'on pensait? Oui, bah, c'est une panique quand même générale dans la population. C'est ça. Oui, oui. Ben, c'est les paradoxes du principe de précaution. C'est que comme on a appliqué une mesure très sévère, on ne saura jamais quelle aurait été l'évolution si on n'avait pas pris cette mesure. Mais effectivement, comme c'est une maladie qui se répand très lentement, on peut penser qu'elle n'était pas si répandue que ça. Oui, oui. Alors pour la grippe aviaire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, on a des abattages massifs de volailles qui se produisent régulièrement. Là, on a 18 millions de volailles en Italie, 3 millions en France, et pourtant le virus continue à circuler. Donc, ça pose des questions assez redoutables sur est-ce que cette préparation aux pandémies est suffisante quand elle est gérée par les règles de l'urgence et de la biosécurité. Une alerte à faire de la part des scientifiques pour les politiques. C'est vraiment le long terme qu'il faut viser et pas l'urgence. Ce serait paradoxal parce que l'alerte, justement, rentre dans cette temporalité de l'urgence que les politiques entendent bien, hein, finalement. En même temps, c'est tout le... Il y a quand même des travaux dans ce sens-là sur le long terme. C'est là encore, hein, on est sur le One Health, et sur la diminution de l'utilisation de certains produits. On peut penser aux antibiotiques, notamment, oui, à la fois dans les élevages, mais aussi au niveau agriculture, puisque ça inclut aussi la partie environnementale et nutrition, que ce soit pour les animaux, pour les troupeaux ou pour l'humain. Il y a des, on sait que notamment sur les antibiotiques, au niveau européen, les vétérinaires ont réduit de 80% la consommation d'antibiotiques tout à fait. dans les élevages d'animaux. Donc, il y a quand même un travail globalement sur le long terme. Il y a aussi des travaux sur les herbicides et notamment pour diminuer, voir un peu la résilience qu'ont les cultures quand on utilise des herbicides en utilisant les micro-organismes du sol. Qui crée une résilience, c'est-à-dire qu'on arrive à consommer les herbicides et à faire en sorte que le sol retrouve une qualité au niveau microbien qui soit acceptable. Donc ça, il y a des travaux sur les doses d'herbicides notamment qui sont faites. Alors, on passera sur une glyphosate, hein, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, il y a quand même des travaux scientifiques qui sortent sur cette notion de santé globale pour justement aller dans cette temporalité plus longue et essayer de prévenir un petit peu l'émergence, notamment de micro-organismes virulents qui passeraient de l'animal, des plantes à l'homme. Non, mais merci beaucoup de rappeler les antibiotiques parce que ça fait partie effectivement des maladies émergentes, hein, les bactéries résistantes aux antibiotiques. Et en même temps, le contraste avec les zoonoses est assez intéressant parce que ce que les biologistes ont pu obtenir des politiques au niveau des antibiotiques, c'est plus difficile de l'obtenir sur les zoonoses, c'est-à-dire la réduction des élevages, tout simplement parce que voilà, il y a des filières et des pratiques de consommation qui sont beaucoup plus longues à changer, alors que voilà, la consommation d'antibiotiques, c'est un phénomène d'une trentaine, quarantaine d'années sur lequel on peut avoir une campagne d'information. Après, je dirais qu'il y a aussi la notion que sur les antibiotiques, on parle de bactéries, qui est une étude qui a été beaucoup plus automatisée, qui est plus simple que l'étude virale. Alors, les virus, on a découvert les virus au XXe siècle, il ne faut pas oublier que c'est beaucoup plus récent. Et derrière, l'étude d'un virus et les modes de transmission et de multiplication du virus sont quand même plus difficiles à détecter et à étudier que ceux des bactéries. Donc je pense qu'on est sur quelque chose aussi plus nouveau, vraiment avec notamment une accélération, enfin, c'est moléculaire, mais vraiment non, quelque chose de oui, tout à fait. Et moi-même, je pensais connaître les comportements des virus, puisque quand le SARS-CoV-2 est arrivé, je m'étais dit que c'était un virus stable qui va très vite revenir dans son réservoir animal. Et on a découvert que les coronavirus étaient des variants, enfin étaient très mutants et que les variants se comportaient différemment. Donc on en apprend toujours, effectivement, sur les virus. Oui. Je crois quand même qu'il y a des problèmes aussi évoqués à l'instant entre les bactéries et les virus, et que le mode de transmission n'est pas le même.
C'est-à-dire que les bactéries, ça reste des cellules qui divisent, alors que le virus est incapable de le faire tout seul. Oui, c'est pour ça que les virus mutent davantage. Oui, oui. 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 De l'ornithologue Zahavi, oui. Voilà. C'est ça. Ça veut dire quoi? Alors, donc, ça veut dire que, alors, en fait, c'est une question qui m'amène à préciser pourquoi j'insiste, enfin, je reprends cette théorie d'un ornithologue israélien sur laquelle la sentinelle ne se sacrifie pas, mais envoie un signal sur sa valeur dans une logique de prestige, plus que d'orgueil, de prestige. C'est pas justement, c'est pas de l'orgueil au sens d'un faux signal. Même dans les théories qui sont élaborées, c'est un signal honnête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher sur sa valeur. Dans les situations voilà, de menace ou de séduction, on ne peut pas tricher sur sa valeur. Alors, non, la valeur, c'est celle de la sentinelle, c'est-à-dire de l'organisme. Alors, en fait, la sentinelle, c'est justement face aux microbes, c'est celle qui va montrer qu'elle n'a pas peur, mais qu'elle peut communiquer avec le microbe. Un peu comme la cellule sentinelle dont j'ai parlé au départ. Le microbe cherche à se répliquer, donc en lui-même, il n'est pas un ennemi. Ce qui fait que c'est un ennemi, c'est justement qu'on va mal percevoir ces signaux. Donc, on peut déclencher une logique de guerre dans laquelle la cellule ou le poulet sera sacrifié, mais on peut avoir une autre logique où la communication entre le microbe et la cellule sera l'occasion pour la cellule de faire valoir sa valeur par rapport aux autres cellules. C'est ça. Et plus son potentiel esthétique serait augmenté. Non, si le canari ou le poulet sont l'occasion d'avoir des rapports riches, diversifiés. Et ben, ce que j'ai appris, c'est que le canari dans la mine, en fait, ne mourrait pas nécessairement. Et qu'il y avait toute une pratique d'élevage de canaris qui en quelque sorte, rehaussait la vie des mineurs. Ça apporte de la couleur dans une mine, en quelque sorte. Mais effectivement, donc, ils choisissaient des types de canaris qui ne mouraient pas au coup de grisou. Mais donc, ils repartaient avec et ils pouvaient les réutiliser. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que la sentinelle dans les élevages de ferme, on a l'impression que c'est juste un indicateur, mais en fait, c'est quand même des poulets avec lesquels on va avoir une relation spécifique par rapport aux poulets vaccinés. De même, dans les laboratoires, il y a des animaux sentinelles qui sont les animaux un peu moches, un peu mal fichus, les animaux pas standardisés. On va les mettre à l'entrée du laboratoire parce que ça va indiquer qu'il y aura une maladie qui rentre dans le laboratoire. Donc, la sentinelle a une petite variation qui la rend intéressante. Merci beaucoup. Merci de vos questions, de votre intérêt.
très agréable de pouvoir partager ainsi ces travaux.